Donc, bonjour à tous. Je suis Marie-Lise de Deschaumes, chef de projet marketing chez Jury Travail. Bienvenue dans cette webconférence qui est à destination des entreprises. Face à la crise que nous traversons actuellement, on sait que vous avez tous beaucoup de questions suite aux récents décrets et ordonnances qui sont sortis la semaine dernière. Du coup, chez Jury Travail, on a souhaité se mobiliser tous à vos côtés pour vous faire bénéficier de l'information juridique dont nous disposions, mais aussi en vous ouvrant à notre réseau d'experts. On a la chance donc d'accueillir aujourd'hui dans ce cadre-là Maître Damé, qui est avocat au barreau de Paris et spécialisé en droit du travail. Bonjour à vous, Maître, et merci d'être parmi nous. Bonjour. Alors, cette conférence traitera d'un sujet très intéressant pour les entreprises actuellement, la gestion des salariés en cette période de crise sanitaire, et toutes les mesures mises en place en termes de congés payés, durée maximale de travail, etc. On abordera plusieurs points. On avait mis à votre disposition un formulaire où on a reçu aussi beaucoup de questions par email. On les a transmises à Maître Damé, qui va y répondre durant cette session. On a prévu 45 minutes. On va essayer de s'y tenir. Alors, quelques informations avant de démarrer. On a mis à votre disposition sur une page dédiée jurytravail.com/coronavirus qui répertorie tous nos articles, nos dossiers et le planning des webinaires des prochains jours. N'hésitez pas à consulter cette page pour avoir plus d'informations. Et enfin, si vous souhaitez poser des questions, nous avons des membres de l'équipe juridique qui sont chargés de vous aiguiller vers des articles ou des dossiers du site dans la fenêtre de chat. Alors, pour accéder au chat, on réussit facilement, mais vous devez avoir dans votre petite barre de configuration un bouton orange. Il faut cliquer dessus et vous allez arriver sur un endroit où vous pouvez poser des questions. Voilà. Et si vous avez besoin de conseils juridiques, nous avons précisé les coordonnées de Maître Damé à l'écran. Donc n'hésitez pas à nous contacter suite à cette conférence. Alors, suite à toutes les questions que vous nous avez envoyées, on a regroupé les questions en 4 grandes thématiques. On abordera d'abord du coup la gestion des départs et des arrivées dans l'entreprise durant cette période, les mesures de sécurité et droit de retrait en deuxième partie, le télétravail en troisième partie, et enfin on finira avec tout ce qui est congé payé. Si vous êtes prêts, Maître, on peut commencer avec la première question, ou vous souhaitiez faire une petite introduction d'abord? Non, pas d'introduction particulière. Bonjour à tous. Je sais qu'on est dans une période qui est assez angoissante et assez tendue pour certaines entreprises, donc on va essayer de répondre de manière assez concrète à des questions plutôt pratiques, puisque voilà, il y a des ordonnances et des décrets qui ont été diffusés, j'allais dire en rafale depuis quelques jours, qui sont difficiles parfois à interpréter et voilà, moi-même je suis pas à mon cabinet et si je n'ai pas toutes les réponses, vous voudrez bien m'excuser, je vais essayer de faire le maximum, mais on est sur quelque chose de très frais, de très nouveau, et donc le droit est en train de se faire aussi au fur et à mesure de cette crise. Alors, la première question qu'on a reçue qui concerne donc la partie sur la gestion des départs et des arrivées. Comment peut-on mettre fin à un CDD d'usage ou faire une rupture conventionnelle ou enfin rompre une période d'essai pendant cette période de confinement et comment organiser les entretiens préalables à un licenciement? Oui, alors cette question, elle pose de manière plus large la question de la rupture des contrats de travail pendant la période que nous connaissons. Plusieurs choses. Tout ce qui nécessite effectivement un contact physique entre l'employeur et le salarié, à commencer par exemple, des entretiens de rupture conventionnelle ou un entretien préliminaire à un licenciement. Je crois qu'on doit conseiller aujourd'hui aux employeurs d'être le plus prudent possible. En faisant quelques recherches, j'ai constaté que la question de l'entretien vidéo, c'est-à-dire de l'aménagement et d'une discussion avec le salarié à distance, avait déjà été interprétée et a déjà fait l'objet de décisions de jurisprudence dans des cas qui pouvaient s'apparenter également à des cas d'urgence. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la jurisprudence reste extrêmement réticente. Aucune notion et aucun texte du Code du travail ne permet en soi
de se passer d'un entretien physique. Donc, il faut partir de ce principe-là et essayer au maximum de décaler les procédures. Lorsqu'on est en rupture conventionnelle, c'est assez facile. Soit elle a été conclue avant, et la crise finalement ne va pas bouleverser la date d'effet de la rupture conventionnelle, soit elle n'est pas conclue au moment de l'état d'urgence sanitaire, et je conseille effectivement aux employeurs de reporter cette procédure. Concernant la question importante des préavis. Le préavis de démission, quand un salarié a démissionné juste avant l'état d'urgence sanitaire, ou donne sa démission, le principe c'est que il ne va pas y avoir d'effet sur la durée de ce préavis de démission, sauf si une convention collective vient préciser que le préavis est suspendu pendant une période de chômage partiel. Ces conventions collectives sont très rares, voilà. Donc le principe c'est que les délais ne sont pas modifiés. Pour le licenciement, même chose. Une fois que le licenciement est notifié, qu'on rentre en période de préavis, le préavis va s'exécuter normalement. Hein, le délai du préavis, qu'il soit de 1, 2, 3 mois, ne va pas être modifié par la situation de crise. Très bien. Alors, sur la deuxième question, on parle plus précisément des salariés démissionnaires. Comment gérer donc leur préavis? Peut-on imposer aux salariés démissionnaires de poser tous ces congés? Alors, je reviens. Alors c'est un peu la difficulté de l'exercice. Je reviens juste sur la question précédente parce que il me semble que j'ai loupé. Enfin, je n'ai pas répondu à une question qui est importante. C'est celle de la période d'essai. Et ça, c'est un cas qui va se rencontrer de manière relativement fréquente dans cette période-là, parce que effectivement, les employeurs auront tendance à rompre des périodes d'essai, puisque le besoin économique et le besoin va souvent disparaître pendant la période. C'est évidemment possible. Le principe reste toujours le même, c'est-à-dire qu'une rupture de période d'essai n'a pas besoin d'être motivée. Attention, cependant, cette rupture peut toujours être soumise au contrôle d'un juge, et donc il faut absolument s'assurer que les motifs, que le salarié ne peut pas faire valoir des motifs cachés qui auraient en réalité à voir avec sa personne, voire des motifs discriminatoires. Sous cette réserve-là, effectivement, les périodes d'essai peuvent être rompues sans difficulté. Concernant donc le préavis de démission, j'ai expliqué qu'en fait, sauf de convention collective spécifique, il n'est pas modifié. Effectivement, l'employeur a probablement intérêt à essayer de poser et de faire poser ses congés payés pendant ce préavis. Et là, on se réfère au cas classique qui vient d'être établi et réglé par une ordonnance de mars, et qui explique que la pose des congés payés peut être modifiée. Déjà, si le salarié avait posé des congés pendant la période du Covid, il ne peut pas bénéficier d'un autre dispositif. Il est obligé de prendre ses congés, ce qui est relativement favorable à l'employeur, puisque de toute façon, il aurait dû les régler. Ça, c'est un point qui est très important. Pour le décalage, exceptionnellement, une ordonnance permet aujourd'hui de décaler à la guise de l'employeur les congés payés dans la limite de 6 jours, c'est ce que nous dit l'ordonnance, et avec un préavis qui est tout à fait spécifique, puisque normalement le préavis est de 1 mois, et que là il a été réduit à une seule journée, en réalité. Donc vous pouvez procéder au décalage des congés payés de vos salariés, et ça c'est une mesure qui peut effectivement être extrêmement intéressante. La seule chose auquel il faudra bien penser, c'est que toutes les entreprises qui ont un comité social et économique, un CSE, vont devoir par accord valider a posteriori ce décalage des congés avec le CSE dans un délai, l'ordonnance dit dans un délai de 2 mois, donc ce qui laisse un petit peu de temps, mais il faudra bien penser pour que ce décalage des congés ne soit pas contesté, à faire cette procédure, à mettre en place cette procédure avec le CSE.
Très bien. Alors la prochaine question concerne la visite médicale suite à un arrêt maladie longue durée. Donc suite à un arrêt maladie longue durée, est-ce que la visite médicale de reprise doit avoir lieu et comment l'organiser pendant le confinement? D'accord. Alors bon là il se trouve que j'ai un dossier actuellement avec un de mes clients employeurs qui se trouve dans cette situation, donc il faut se référer en fait à une circulaire qui vient d'être publiée également, je crois qu'elle est du 30 mars et qui régit le fonctionnement de la médecine du travail dans la période de crise. Parce que comme vous le savez, à l'issue d'une longue maladie ou d'une période de maladie prolongée, le salarié doit obligatoirement être vu avant la reprise du travail par les services de la médecine du travail. Cette ordonnance, en fait, globalement, va distinguer deux cas. Soit vous êtes une activité dite essentielle, très importante, nécessaire à la sécurité, à la continuité des services de l'État, à l'hygiène, à l'alimentation, voilà. Je rappelle d'ailleurs, et je fais une parenthèse là-dessus, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive qui est publiée par l'État. L'État n'a publié une liste que des commerces et des services qui sont interdits, qui sont suspendus, qui sont interdits d'activité. Donc, à contrario, tous les autres doivent pouvoir continuer à fonctionner. Mais à côté de ça, les entreprises qui auraient une activité dite essentielle sont traitées par la médecine du travail comme prioritaires. C'est-à-dire que dans ces cas-là, les visites, normalement, doivent continuer à se dérouler, notamment les visites d'embauche qui doivent se faire normalement dans les 3 mois de l'embauche. C'est important d'y penser. Également les visites d'aptitude et les visites de reprise. Donc là on parle, la question qui est posée, c'est la question de la visite de reprise. Elle doit être effectuée dans la mesure du possible, nous dit cette circulaire. Je vous donne la référence de la circulaire parce que ça peut être intéressant, vous la retrouverez certainement sur Jury Travail. Donc c'est une circulaire qui a été publiée le 17 mars, instruction relative au fonctionnement des services de santé au travail pendant l'épidémie de Covid-19. Et dans ces cas-là, va se poser la question de l'entretien. Est-ce qu'il doit être un entretien physique? Est-ce qu'il doit être un entretien vidéo? Là, le rôle du médecin du travail est essentiel. C'est lui qui va décider et contacter directement le salarié concerné pour savoir si une visite vidéo est possible à mettre en place, ou dans certains cas, quand on doit absolument voir le salarié, c'est toujours le médecin du travail qui a la main et qui décide, qui va, sous certaines conditions, donc organiser quand même une visite physique avec les précautions d'usage dans la période actuelle, et il va donc rendre ses avis dans ces conditions-là. Voilà. Donc les services de médecine du travail ne sont pas suspendus pendant cette période. Elles sont simplement effectivement bouleversées par la limitation de la liberté d'aller et venir. Très clair. Alors, est-il possible d'annuler une promesse d'embauche en cette période de crise sanitaire? Bon, pour la promesse d'embauche, comme d'ailleurs pour les ruptures de période d'essai, il faut revenir à la notion de bonne foi dans le contrat de travail. Le salarié doit exercer le contrat de travail de bonne foi, l'employeur doit exercer le contrat de travail de bonne foi. C'est la même chose pour l'idée d'une promesse d'embauche. Une promesse d'embauche, elle est valide, elle est donc valable, elle vaut contrat de travail dès l'instant où on a la certitude que les deux volontés se sont rencontrées. Comment on constate que deux volontés se sont rencontrées? Par l'envoi d'un écrit, d'un courrier détaillant les conditions d'embauche et les conditions d'emploi au salarié qui en accuse réception ou qui le contresigne, qui va y apposer sa signature. Et dans ces cas-là, effectivement, la promesse d'embauche dans l'absolu est valide, elle ne peut plus être remise en cause. Si il s'agissait de simples discussions, effectivement il n'y a pas d'écrit, et on pourrait tout à fait dire, je suis désolé monsieur, madame, je ne peux pas finalement procéder à votre embauche. Ça paraît également tout à fait logique. Dernière option, quand vous avez une difficulté, étant donné que la date d'entrée dans l'entreprise n'est pas encore effective, parfois on peut décaler cette date. On peut appeler directement son salarié, lui dire peut-être que vous avez d'autres dispositifs pour avoir des ressources dans la période actuelle avec les choses qui ont été mises en place. Est-ce qu'on peut décaler votre arrivée de 1 mois, 2 mois, 3 mois?
Donc ça, c'est une discussion directe avec les salariés. Très bien. Alors, la question d'après concerne les problèmes de trésorerie. En l'absence de trésorerie pour régler les salaires de mars et peut-être d'avril prochainement, quelles sont les possibilités? Alors, les possibilités, mais c'est pas l'objet du thème de l'intervention d'aujourd'hui, mais les possibilités qui existent, on en a largement parlé, le gouvernement en fait la promotion, on l'a vu dans les médias, il existe un certain nombre de dispositifs pour les petites entreprises, et il existe bien entendu la possibilité du chômage partiel. Il existe également le report des cotisations, des charges sociales URSSAF, des cotisations sociales URSSAF, en tout cas dans la limite pour l'instant d'un trimestre, et peut-être même que ce point-là sera élargi. Mais on doit quand même rappeler la règle. L'obligation de salaire est maintenue, elle n'est absolument pas suspendue. La crise n'est pas une condition exonératoire du paiement du salaire. Et si le salaire n'était pas payé, le salarié pourrait prendre acte de la rupture de son contrat de travail et ou alors saisir le Conseil des prud'hommes pour demander le paiement de ce salaire. C'est en référé. Donc il est évident que la période est particulièrement compliquée, mais ça ne suspend absolument pas l'obligation de paiement des salaires. Il faut donc essayer, avec les dispositifs qui ont été mis en place, de surnager, de faire continuer et survivre son activité. Alors, la question d'après concerne l'inaptitude. L'une de nos salariés a été déclarée inapte à son poste de travail le 5 mars. Que faire si le reclassement en interne est impossible et que le reclassement en externe s'avère très compliqué en ce moment? Eh ben, pour le coup, étant donné que donc cette visite inaptitude a été antérieure à la mise en place de l'état d'urgence sanitaire, on retombe sur un cas de base, hein, et le droit commun n'est pas modifié, c'est-à-dire que l'inaptitude, c'est deux possibilités, soit une inaptitude totale au poste, à tout poste dans l'entreprise, c'est un cas particulier qui est prévu par la médecine du travail et qui va, ce qui est parfois très intéressant du point de vue de l'employeur, ça va alléger son obligation parce que on considère que tout reclassement est impossible, donc il n'y a pas besoin de rechercher un reclassement. Première possibilité. Deuxième possibilité, on a une inaptitude à un poste particulier et dans le cadre d'évaluation du poste de travail, dans le cadre des discussions avec le médecin du travail, effectivement, il va y avoir dans la vie du médecin du travail une possibilité d'exercer d'autres emplois. Et là, eh bien justement, le contrat de travail n'étant pour le coup continuant, les obligations de l'employeur continuant, il doit effectivement, normalement, classiquement, comme il l'aurait fait hors crise, rechercher un reclassement pour le salarié, et les délais ne sont pas modifiés dans ce cas-là. Couper mon micro parce que mon ordinateur fait des interférences, désolé. Alors, la prochaine question concerne le chômage partiel. Alors, si le chômage partiel ne suffit pas pour sauver l'entreprise, peut-on licencier et quelle procédure utiliser? Alors, toujours pareil, même dans cette période de crise, les obligations des uns et des autres ne sont pas radicalement modifiées, c'est-à-dire que pour licencier, il faut un motif. Et ce motif, en période de crise, effectivement, peut-être, c'est ce que cherche absolument à éviter le gouvernement, mais dans certains cas, malheureusement, ça ne sera pas possible de faire autrement, ça peut être un motif économique, c'est-à-dire des difficultés économiques telles qu'elles justifient de supprimer l'emploi, un emploi donné. Dans ces cas-là, on applique tout simplement la procédure de licenciement économique. Il faut savoir que elle a aussi un certain coût pour l'entreprise, donc ça va être vraiment des évaluations par les comptables, par les dirigeants, pour essayer de savoir s'il est préférable de conserver le salarié et de faire peser sur la collectivité une part de son salaire, ou est-ce que au contraire, il sera peut-être préférable de mettre un terme à son contrat de travail, avec quand même toute la rigidité que comporte un licenciement pour motif économique, hein, qui peut être contesté, qui est une procédure relativement. Alors, on arrive à la partie qui concerne les mesures de sécurité et le droit de retrait.
Notre première question est: les salariés ont-ils un droit de retrait? Sous quelles conditions? Et peut-on les sanctionner s'ils refusent de venir travailler? Alors, le droit de retrait, effectivement, est explicitement prévu par le Code du travail, et le texte évoque un danger grave et imminent. Alors, c'est une question qu'on me pose aussi beaucoup en ce moment. Comment évaluer le droit de retrait? Qu'est-ce que le danger? On a vu que dans certains secteurs, il y a beaucoup de salariés qui évoquent ce droit de retrait. Je pense au transport, je pense à l'alimentation, au commerce. Je pense à tous les métiers qui sont en contact avec le public. Je pense à la poste également, où il y a énormément de personnes qui ont exercé leur droit. Bon, le droit de retrait, c'est une évaluation. C'est-à-dire que chacun prend ses responsabilités. Le salarié qui évoque un droit de retrait prend sa responsabilité dans le sens où il devra démontrer que la situation de travail le mettait en danger. Alors, ici, on n'évoque pas la situation du télétravail, qui est particulière, donc le salarié chez lui, il est censé être en sécurité. On évoque les gens qui sont amenés à aller sur leur poste de travail pour la continuité des activités, la continuité des services, notamment l'alimentation, le transport. Dans ces cas-là, on peut considérer, à mon sens, que le fait que l'employeur ne mette aucune mesure de protection en place pour ses salariés peut entraîner un exercice légitime du droit de retrait. Par exemple, absence de gel hydroalcoolique, absence de gants, absence de barrières de protection pour les gens qui sont directement en contact avec le public, absence de mise en place de distance, de marquage de sol, de distance de sécurité, absence de masque. Mais absence de masque, c'est un peu plus discutable parce que des masques, il n'y en a pas. Donc, sur ce point-là, c'est vrai que c'est plus discutable. En tout cas, le droit de retrait, c'est chacun prend ses responsabilités. Si le droit de retrait est considéré comme justifié, il est payé. Mais l'employeur peut considérer que le droit de retrait est illégitime, qu'il n'aurait pas dû être exercé, et dans ces cas-là, la solution est claire aussi, le salarié n'est pas payé. Et plus que ça, il pourrait commettre une faute dans l'exécution de son contrat, une faute y compris disciplinaire, en exerçant le droit de retrait. Tout ça est une question d'évaluation, et s'il y a litige, ce sont les tribunaux qui transmettent. Merci. Alors, la deuxième question est liée, vous avez commencé à en parler. Que mettre en place pour assurer la sécurité des salariés au sein de l'entreprise? Alors, la sécurité des salariés au sein de l'entreprise, on sait que beaucoup sont aujourd'hui en télétravail, donc l'employeur, là, c'est assez facile, peut souvent se contenter d'adresser des circulaires, d'une lettre circulaire à tous les salariés en rappelant les gestes barrières, en rappelant les mesures à mettre en place et en rappelant la possibilité aussi de joindre les directions du travail pour connaître éventuellement les mesures de santé et les mesures de protection à mettre en place à son domicile. Ça, on évacue rapidement. Toujours quand il y a un contact direct et un travail sur le terrain. Même chose que dans la question précédente, effectivement, j'avais commencé un peu à l'aborder. Il n'y a pas de magie. On est dans une situation d'urgence, on manque de moyens, les particuliers ne sont pas censés avoir des masques, peu d'entreprises en ont aussi, donc c'est compliqué. Par contre, il est essentiel de rappeler à minima ce que dit le ministère de la Santé. Et déjà, si on rappelle à l'ensemble de ses salariés, si on assure une bonne communication sur ce que dit le ministère de la Santé, c'est déjà bien. Si on met en place la distanciation, c'est déjà bien. Si on interdit également les réunions trop longues ou avec trop de personnes, aujourd'hui, à mon avis, on doit être extrêmement prudent côté employeur sur l'organisation des réunions. Les réunions physiques doivent être au maximum proscrites, et s'il y a des réunions physiques, c'est 2 personnes sur des durées très limitées. Un quart d'heure, 30 minutes, pas plus. Voilà. Et puis, dans la mesure du possible, des gants, pour ceux qui c'est nécessaire, du gel hydroalcoolique. Voilà. Très bien, merci. Alors, la prochaine question, quelle information précise doit-on ajouter dans le document unique d'évaluation des risques en lien avec le Covid-19? C'est dans la même lignée, c'est-à-dire que il est important de dire à tous nos auditeurs aujourd'hui que le document unique d'identification des risques doit être complété.
s'il y a bien une période dans laquelle elle doit être complétée, c'est maintenant pour montrer que la structure, la société a pris en compte la crise et a mis en mesure ses salariés d'y répondre et de se protéger. C'est très important de le compléter. Et qu'est-ce qu'on mettra dans ce document unique des risques? Eh bien, on mettra toutes les petites mesures qu'on a pu mettre en place. Et donc, ça va être assez exhaustif. Tout ce que l'on a pu organiser, tout ce que l'on a pu trouver comme moyen de protection, on va le récapituler dans le document unique. Vous devez également penser dans le document unique, dans la période actuelle, aux risques psychosociaux, puisque un certain nombre de salariés sont en télétravail, et la période de télétravail et de confinement peut être assez difficile à vivre pour certains. Donc, il faut penser à rappeler ces risques psychosociaux et éventuellement à trouver des mesures ou des possibilités de rencontrer des interlocuteurs, de discuter, de rencontrer des psychologues, de pouvoir s'ouvrir dans une entreprise, et notamment dans les grandes entreprises, à un référent, et de plus en plus d'entreprises ont un référent en la matière, qui va pouvoir être interlocuteur des salariés. Très bien, on arrive à la dernière question de la partie mesures de sécurité et droits de retrait. Où peut-on trouver une liste exhaustive des secteurs d'activité qui doivent maintenir les salariés en poste? Alors effectivement, j'ai aussi pris un peu d'avance tout à l'heure. Il n'y a pas cette liste exhaustive. Aujourd'hui, il n'existe pas. C'est d'ailleurs certains en font le reproche au gouvernement. C'est pas très facile à mettre en place à leur décharge. Mais aujourd'hui, ce qui existe, c'est la liste des services qui sont des métiers, des services, des activités qui sont interdits. Je pense à la restauration, je pense aux loisirs, je pense aux spectacles, aux arts. Donc il y a tout un tas de secteurs de la société qui sont rigoureusement interdits. Cette liste existe, elle se trouve très facilement, je n'ai pas la référence sous les yeux, mais elle se trouve assez facilement sur le site du ministère. A contrario, chacun doit évaluer si son activité est nécessaire. Et je pense notamment aux gens dans le bâtiment. Il est important que aussi les constructions continuent à avancer, que les chantiers continuent à avancer. Tout ça, voilà, c'est de la responsabilité du chef d'entreprise. Et il est bien évident que dans un secteur comme le bâtiment, il n'est pas possible de mettre en place du télétravail. Donc, aller faire travailler les gens, oui, mais toujours en assurant la protection contre le virus qui, on sait, est particulièrement virulent. Donc, c'est vraiment une grande attention aussi. Merci beaucoup. Alors, du coup, on arrive à la troisième partie qui concerne le télétravail. Justement. Quels sont les impacts du télétravail sur les avantages sociaux, tickets restaurants, prévoyance mutuelle, pass Navigo? L'entreprise doit-elle continuer à contribuer aux frais l'entreprise doit-elle contribuer aux frais des salariés, électricité, abonnement internet? Alors, je vais distinguer donc les deux parties de la question parce qu'elles sont un petit peu différentes. Sur les avantages sociaux, on parle de tickets restaurant, prévoyance mutuelle, pass Navigo. Tous ces points n'ont pas la même qualification sur une fiche de paye. La prévoyance, la mutuelle, on a des réponses claires, ça ne va pas être remis en cause par les situations de crise actuelles. Donc ça, prévoyance mutuelle, ça continue comme si, entre guillemets, de rien n'était, et l'employeur, bien sûr, doit continuer à assurer ses avantages et le salarié en bénéficie. Donc là, pas de modification. Le pass Navigo, j'aurais tendance à dire, alors l'employeur peut toujours effectivement continuer à rembourser des frais de transport, mais j'aurais tendance à dire que dès lors que l'utilisation du pass est limitée ou impossible, et notamment dans le cas du télétravail, les gens n'ont pas à se déplacer normalement, ou s'ils se déplacent, ce n'est pas pour des raisons professionnelles, donc le remboursement du pass transport peut être suspendu pendant la période de crise. D'autant plus que il n'aura peut-être pas échappé à certains que la région Île-de-France vient d'annoncer que le pass de mars serait remboursé. Donc ça amènerait, si vous voulez, si l'employeur rembourse le transport, donc à un avantage indu pour le salarié qui se verrait remboursé alors qu'il n'a pas eu de dépense. Donc sur ce plan-là, voilà la réponse que je pouvais apporter.
Les tickets restaurants, on a là la question a été réglée dans le passé par également un accord, et donc qui avait été signé. Alors le salarié doit bénéficier des mêmes avantages sociaux que ses collègues travaillant dans l'entreprise, et donc des tickets restaurants. Donc il n'y a pas à faire de distinction entre les salariés qui travaillent sur site et les salariés qui travaillent en télétravail. Donc le bénéfice des titres restaurants pour les salariés en télétravail est de droit depuis un accord de 2011. Et là, c'est la Commission nationale des tickets restaurants qui nous a précisé cela. De manière plus générale, sur les frais du salarié, c'est l'URSSAF qui va préciser que les dépenses de l'entreprise qui sont destinées à rembourser une dépense spécifique du salarié qui télétravaille sont également exclus de l'assiette des cotisations. Donc là, un petit peu technique, mais très rapidement, c'est intéressant pour l'employeur parce que si un salarié à qui on demande de télétravailler n'avait pas, par exemple, l'imprimante qui était nécessaire, ou tout simplement un écran, et que c'était indispensable également à l'exercice du travail, il faudrait que l'employeur y participe sur justificatif, et l'URSSAF considérerait que ça n'est pas soumis à cotisation sociale. C'est un point important. C'est pas comme un avantage en nature. Alors, donc, on a une prochaine question qui concerne un arrêt de travail pour garde d'enfants. Alors, peut-on demander un arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans alors que le télétravail a été validé pour les salariés concernés? Alors, ça pose la question de l'indépendance totalement des règles de sécurité sociale et des règles du contrat de travail. Donc, effectivement, dans les conditions spécifiques qui ont été prévues par ordonnance, aujourd'hui, un salarié peut s'auto-déclarer en arrêt de travail pour garder un enfant de moins de 16 ans. D'accord, si son conjoint, notamment, lui, ne peut pas le faire. Si le salarié le fait, ça s'impose à l'employeur, qu'il soit en télétravail ou non. Donc ça prend le pas sur le télétravail, de manière très très claire, et ça prend le pas sur le chômage partiel également. Donc il faut bien distinguer les règles de sécurité sociale. Tout arrêt de travail qui est transmis est géré comme un arrêt de travail par la société, avec éventuellement des règles qui s'appliquent de maintien de salaire, etc. Mais ça suspend immédiatement le contrat de travail dès lors que l'employeur n'est pas informé. Très bien. Alors, suite aux récentes déclarations de Muriel Pénicaud, le télétravail serait incompatible avec le chômage partiel. Est-ce vrai dans tous les cas? Peut-on alterner entre les deux? Bon, réponse de Normand, c'est vrai et faux, dans le sens où les deux dispositifs ne sont pas cumulables en même temps, mais en revanche, il ressort de ce que j'ai pu trouver comme information pour l'instant que les périodes peuvent être tout à fait alternatives. Hein, chômage partiel pendant 15 jours, puis télétravail, puis chômage partiel. Hein. Moi, je n'ai pas vu de contre-indication absolue pour cela. Après, il faut que ça ait une certaine logique, et peut-être pour des conditions, des questions de simplicité, les entreprises ne s'amuseront pas à ce jeu-là. La chose la plus simple, si je peux être un peu pragmatique, si vous estimez que c'est bien que votre salarié télétravaille, mais que votre activité a fortement diminué, eh ben, vous mettez le salarié en télétravail à 50% et en chômage partiel à 50%. Bon voilà. Moi j'ai ma compagne qui est sous ce statut-là et ça a l'air de bien fonctionner. Donc non, j'y vois pas moi d'incompatibilité. On peut faire une activité partielle à 50%. Pardon. Très bien. On arrive à la fin de notre troisième partie. On arrive à la dernière partie sur les congés payés. Alors, la première question, l'employeur peut-il imposer la pause de tous les congés payés légalement utilisables jusqu'à la fin du mois de mai? La réponse est oui,
dans le cadre des ordonnances qu'on a déjà vues, hein, donc si on doit déplacer des congés, c'est dans la limite de 6 jours. Mais en revanche, l'employeur qui a qui a rempli ses obligations, c'est-à-dire prévenu son salarié et surtout mis en place le calendrier des congés payés, et qu'il a été communiqué aux salariés, donc par le biais du CSE ou par le biais d'un affichage ou par tout autre moyen, par courrier, peu importe, tout moyen qui assure l'information du salarié, effectivement a la possibilité de solder les congés payés. Hein, classiquement, autrement ils sont perdus. Hein. La règle c'est que les congés payés non pris lorsque le salarié a pu les prendre sont perdus. En revanche, s'il restait des congés payés acquis sur la période précédente et que du fait de l'épidémie et de l'état d'urgence sanitaire, le salarié ne les avait pas encore posés, n'est pas en mesure de les prendre, à mon avis, il y a une question qui se pose, et donc, par sécurité, l'employeur devrait se limiter à 6 jours et reporter le reste. Ok, très bien. Alors, la deuxième question sur les congés payés, peut-on fixer les congés trimestriels sans accord? Alors, je vous avoue que j'avais pas très bien compris cette question en termes de congés trimestriels. Donc, j'ai pas de réponse précise à vous donner parce que c'est vrai que je m'étais noté de reformuler de réfléchir à la question, mais je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas ce que vous entendez par congé trimestriel. Si jamais la personne qui a posé cette question peut préciser dans le chat, on verra sa réponse. On répondra avec plaisir, mais là. Ah, je sais que vous posez beaucoup de questions dans le chat, hein, on voit beaucoup passer. Il y en a beaucoup sur le chômage partiel. Sachez qu'il y a un webinaire spécial sur ça lundi pour tous ceux qui ont des questions très précises dessus. Là, c'était vraiment plus large sur la gestion des salariés. Donc, Maître Damé, malheureusement, ne peut pas s'attarder sur tout. Voilà, c'était une petite précision. Alors, il nous reste 2-3 questions. Si une TPE-PME n'a pas de CSE et pas de délégué syndical, comment mettre en place la dérogation permettant d'imposer 6 jours ouvrables de congés payés? Alors, directement avec une organisation syndicale, normalement, moi je conseillerais d'abord de le faire par une décision unilatérale de l'employeur informant les salariés, ou les salariés concernés. Et puis derrière de régulariser dans les conditions qui sont prévues par la loi, sur lesquelles il serait beaucoup trop long de revenir ici, qui sont complexes, mais dans tous les cas, effectivement, l'employeur doit se prémunir avec un accord. Et s'il n'y a pas de CSE et de délégué syndical, c'est directement avec une organisation. Alors la personne sur les congés trimestriels a précisé, en fait, les congés trimestriels concernent, j'ai perdu la réponse, les conventions médico-sociales, de ce que j'ai lu en fait. C'est spécifique à certains secteurs. Mais vous avez pu faire vos recherches, donc c'est peut-être compliqué de répondre à cette question. Sur ce point-là, je suis pas en mesure de répondre de but en blanc. Ok. Très bien. Alors, est-il possible de conclure un accord d'entreprise dépassant les 6 jours de congés payés autorisés suite à l'ordonnance de la semaine passée? Alors, d'après les recherches que j'ai faites, non, a priori non. On n'a pas d'informations là-dessus et je pense que ce ne sera pas possible. Le décalage sera limité à 6 jours. Cependant, je rappelle aussi, puisqu'on ne l'a pas évoqué dans les questions, que à côté des 6 jours congés payés, de congés payés, l'ordonnance prévoit 10 jours, ce qui est très important, du compteur RTT, récupération du temps de travail. Donc le compteur RTT plus les congés payés, ça nous amène à 16 jours pour les salariés, notamment les cadres, qui bénéficient de RTT. Donc là, on arrive à quelque chose d'assez long, puisque 16 jours de RTT ou de congés payés, en réalité, ça fait en temps réel, ça fait largement plus de 3 semaines. Hein, donc c'est un outil qu'il faut absolument utiliser à mon sens. Par ailleurs, on m'a posé la question aussi de la prise par anticipation de congés payés, donc de la prochaine période qui démarrera le 31 mai 2020, donc prochaine période de congés payés qui commence le 31 mai 2020.
L'ordonnance semble dire que c'est possible, mais tout ça est très frais et on n'a pas encore d'avis véritablement de direct, on n'a pas encore évidemment de contentieux, on n'aura pas à mettre de suite, donc c'est assez incertain. L'ordonnance semble le permettre, mais la jurisprudence précédente, en période normale, s'y est toujours refusée à demander la prise de congés payés qui ne sont pas encore acquis. Autant l'employeur peut le faire, ça arrive souvent quand un salarié intègre l'entreprise, donc c'est une souplesse qu'on accorde, c'est une facilité qu'on accorde au salarié, mais dans le sens inverse, l'imposer, même si l'ordonnance semble le dire, bon, je resterai prudent également là-dessus, à voir peut-être avec les nouvelles informations qui vont venir du ministère du Travail. Parfait. Alors, la dernière question de ce bloc-là, comment appliquer l'imposition de la pause de congés payés alors que le chômage partiel est mis en place? Ça, on l'a déjà vu, ça change rien. Je veux dire, c'est pas parce que le salarié est en chômage partiel qu'il ne se passe rien. Son contrat, le salarié en chômage partiel, il faut bien comprendre que son contrat est suspendu pour certaines choses, pour son ancienneté par exemple. L'ancienneté du salarié va être suspendue pendant cette période-là. Donc on calculera par exemple une indemnité de licenciement, un préavis, etc. Mais par ailleurs, par rapport à sa relation et au pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir de direction, le pouvoir de commandement de l'employeur, ça ne suspend pas les choses. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre en chômage partiel d'aller travailler dans une autre entreprise. Il n'est pas libre de partir en vacances librement. Donc de ce côté-là, le pouvoir de direction s'applique et donc le report des congés devra faire l'objet d'une information et toujours s'assurer que le salarié a été informé. Par lettre recommandée, ça semble extrêmement compliqué actuellement parce que les services postaux sont largement défaillants et on peut difficilement faire confiance à la poste, du moins pour le courrier physique. Par contre, je rappelle à tous nos auditeurs qu'il y a une solution qui est assez pratique, c'est la lettre recommandée numérique et qui peut être un moyen de s'assurer effectivement de la bonne information du salarié, qui est pratique, qui est pas plus cher, et je la conseille fortement dans la période actuelle. Autrement, des mails. Voilà. Eh ben, on arrive à la conclusion de ce webinaire. Alors, vous avez posé beaucoup de questions dans le chat. J'espère que nos juristes ont pu vous rediriger vers des articles et des dossiers pour vous aider. C'est compliqué dans un format comme celui-là de répondre à tout, surtout que Maître Damé doit en amont faire des recherches pour pouvoir vous répondre. Donc, on ne peut malheureusement pas répondre à toutes les questions. On voulait poser une dernière question, un peu faire une ouverture et que Maître Damé puisse nous expliquer un peu ce qu'il rencontre comme cas actuellement. Donc, avez-vous connaissance de conflits naissants autour des dispositifs mis en place au cours de cette crise sanitaire? Quels sont les sujets principaux de ces conflits et sur quel point les employeurs doivent être particulièrement vigilants pour se prémunir sur de futurs litiges? En fait, ce que j'aimerais rappeler à nos auditeurs, notamment les employeurs, c'est vraiment l'exercice du contrat de travail de bonne foi. Les deux parties doivent être de bonne foi et l'employeur doit être de bonne foi. Il existe des dispositifs actuellement qui peuvent avoir une certaine efficacité et on espère que ça va permettre de sauver la plupart des entreprises. J'ai plutôt des bons retours pour l'instant des PME. Mais il y a des secteurs pour lesquels ce sera très difficile. Ce qu'il faut, c'est effectivement toujours penser à la bonne information du salarié. Et les remontées que j'ai par des salariés actuellement, c'est qu'ils disent le problème, c'est qu'on nous dit rien, on nous dit que ça va être fait dans tel sens, mais on n'a pas d'information. Donc, toujours essayer véritablement d'informer les salariés au mieux. J'ai par exemple des salariés qui m'ont contacté d'une grande enseigne de collage. Je vous donne ce cas parce qu'il est intéressant. Et pour certains temps partiels, notamment des jeunes, ils travaillent systématiquement le samedi et le dimanche. Systématiquement, c'est dans leur contrat. Donc,
le samedi est payé normalement, mais le dimanche, il est payé à 150%. Donc quand notre salarié toute l'année, il travaille samedi, dimanche, il a une paye qui est majorée par rapport à son taux horaire au départ. D'accord ? Et l'angoisse, l'inquiétude de ces salariés, c'est de se dire, mais finalement, comment va être calculée mon indemnité de chômage partiel ? Ce serait injuste que ce soit calculé sur mon taux de départ, sur mon taux de base, puisque systématiquement, toute l'année, je suis majoré. Et là, je pense que les employeurs ont tout intérêt à les rassurer et à leur dire que le chômage partiel, effectivement, on oublie les heures supplémentaires, on oublie tout ce qui n'est pas heure de base du contrat de travail. Par contre, la base de calcul de l'indemnité de chômage partiel, c'est la même base que celle de l'indemnité de congé payé. C'est-à-dire qu'on prend en compte, on prend l'ensemble des salaires, on prend en compte le 13e mois pour calculer cette base de calcul du chômage partiel. C'est ce genre de choses, par exemple, que moi j'essaierai de bien expliquer pour éviter des contestations des incompréhensions. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors j'espère que ce format vous a plu à tous et que vous avez eu des réponses à vos questions. N'hésitez pas à contacter Maître Damé si vous avez besoin de conseils juridiques plus poussés. Et merci encore Maître Damé d'avoir accepté d'animer cette conférence avec nous. Enfin, pour voir le programme des prochains webinaires, rendez-vous sur juritride.com/coronavirus, en particulier sur le chômage partiel, puisqu'il y a un webinaire dessus lundi. Voilà, et bien écoutez, bonne journée à tous et bon courage. Merci, salutations à tout le monde, et puis portez-vous bien, voilà, meilleur vent de la Bourgogne dans laquelle je suis actuellement. Au revoir. Merci beaucoup.